Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'inclusion des élèves qui sont en situation de handicap. C'est une vidéo qui m'a été demandée, j'ai reçu plusieurs messages de personnes, donc d'élèves ou même d'adultes ou d'anciens élèves qui me demandaient comment ça se passait aujourd'hui pour les élèves qui présentent des handicaps et pour savoir comment l'école justement les prenait en charge. Quand on parle de handicap, généralement, la première chose à laquelle on pense, ce sont des élèves qui se retrouvent handicapés moteurs, c'est-à-dire qui vont se retrouver par exemple en fauteuil roulant. Il est bien évident aujourd'hui que l'école doit pouvoir s'adapter pour pouvoir accueillir des élèves qui sont en incapacité motrice de pouvoir se déplacer de façon à ce que tous les locaux puissent être accessibles. Pas encore forcément le cas partout, mais en tout cas, ça tend à l'être, puisque ça fait partie des lois gouvernementales qui demandent à adapter les établissements scolaires. Généralement, tous les établissements scolaires sont dotés d'ascenseurs pour permettre justement aux élèves qui sont en situation de handicap de pouvoir les utiliser. Et quand on parle de situation de handicap, on parle également des élèves qui peuvent se retrouver avec des handicaps ponctuels parce qu'ils ont été blessés et qui peuvent également pouvoir les utiliser. Et quand on parle de handicap, on ne parle pas spécifiquement que de ceux qui présentent des handicaps qu'ils se voient. On parle aussi ici de ceux qui ont des handicaps invisibles, c'est-à-dire les élèves qui vont se retrouver avec des difficultés au niveau notamment par exemple de l'apprentissage et qu'il va justement falloir aider en adaptant les mesures pour que l'école justement puisse les inclure à l'intérieur des classes ordinaires. Justement, ça fait partie de la réforme de 2013 qui veut que l'école soit désormais une école inclusive. C'est-à-dire que désormais, on considère que ce n'est plus à l'élève de s'adapter au système scolaire, mais au système scolaire de s'adapter à l'élève et de mettre en place des mesures afin de pouvoir répondre aux besoins de tous les élèves et leur permettre de réaliser leur parcours scolaire dans des classes ordinaires sans qu'ils soient justement mis en échec à cause de ce handicap. Ça passe par plusieurs choses. Ça passe donc par l'inclusion de ces élèves à l'intérieur des classes. Ça passe également par des adaptations pédagogiques, la mise en place de matériel adapté ou de personnel humain, comme par exemple les AESH, qui sont des personnels qui vont être avec les élèves, qui vont pouvoir les accompagner. Ça passe également par une formation du personnel enseignant, des futurs étudiants qui vont devenir professeurs, et également des élèves eux-mêmes, à qui on va proposer des journées dédiées justement à la sensibilisation envers le handicap. Qu'est-ce que c'est qu'un élève en situation de handicap? Lutter contre les discriminations et notamment inclure les élèves handicapés afin qu'ils puissent être considérés comme n'importe quel élève, mais qu'il va peut-être falloir aider en fournissant un petit peu plus de choses. L'idée, c'est vraiment que l'école soit là pour apporter une forme d'égalité entre tous, et l'égalité, on rappelle que cela suppose une forme d'équité, et que pour pouvoir rétablir justement l'équité, parfois il faut donner plus à ceux qui ont moins. Alors, j'ai jamais été naïve au point de penser que tous les élèves que j'allais avoir dans ma classe allaient être exactement pareils. On est déjà conscient quand on devient professeur que les élèves n'apprennent pas forcément au même rythme. C'est pour ça que le système scolaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas forcément toujours adapté à chacun parce que certains ont un niveau qu'ils vont acquérir de façon plus lente que d'autres. Certains vont répondre par exemple à 5 questions en 40 minutes quand d'autres vont en mettre 5. Donc déjà au niveau de l'apprentissage, on voit que on n'a pas forcément besoin du même temps, on n'avance pas forcément tous au même rythme. Pour autant, je me suis rendu compte quand je suis arrivée dans les classes qu'effectivement, il y a beaucoup d'élèves qui présentent des difficultés et qui présentent des handicaps, et j'étais pas forcément formée pour. C'est-à-dire qu'on me l'avait dit, mais on ne m'avait pas forcément formée à la prise en charge de ces élèves. Donc pour beaucoup, on est dans de l'adaptation qui se font au fur et à mesure sur le terrain. On a la possibilité de participer évidemment à des modules de formation. C'est pas forcément imposé, c'est parfois nous qui devons les demander. Et par contre, on a beaucoup de ressources qui sont mises à notre disposition pour essayer de nous adapter. Parce que justement, c'est ce que veut la réforme, c'est que désormais les professeurs soient obligés, c'est une injonction, c'est-à-dire qu'on est obligé de nous adapter à ces élèves qui répondent à des situations de handicap, qui vont se retrouver avec des documents sur lesquels justement on peut s'aider et prendre appui pour savoir quelles sont les adaptations qu'on pourrait mettre en œuvre afin de faciliter leur scolarité. Quand j'étais moi-même élève, c'est vrai qu'il m'est arrivé de croiser certains camarades de classe qui pouvaient présenter des difficultés, notamment par exemple de la dyslexie, mais je ne me suis jamais dit à l'époque qu'ils pouvaient bénéficier d'adaptation ou bien je ne me suis jamais vraiment spécifiquement interrogée sur ce que c'était que la dyslexie. Et ça, c'est vrai que je l'ai vraiment découvert en étant moi-même enseignante. Et on a été beaucoup au cours de notre année de stage à se rendre compte qu'effectivement, dans nos classes, on avait des élèves qui présentaient des particularités ou des handicaps. Donc là, je parlais notamment par exemple de la dyslexie. Vous allez avoir plusieurs types de difficultés, types d'élèves en situation de handicap que vous pouvez rencontrer. Il m'arrive très régulièrement d'avoir dans mes classes des élèves donc 10. Quand on parle d'élèves 10, on parle d'élèves qui présentent des troubles cognitifs spécifiques, c'est-à-dire des troubles qui sont apparus au cours du développement de l'enfant, notamment au niveau des premiers apprentissages, et qui vont persister lorsqu'ils vont devenir adolescents ou adultes.
Et ces troubles-là vont avoir des répercussions sur leur vie scolaire, sur leur vie professionnelle et sociale plus tard, et peuvent entraîner un déséquilibre si jamais c'est pas pris en charge ou si on les laisse dans une souffrance scolaire, d'où l'importance justement de les repérer. Ces troubles-là, on les répertorie en 6 catégories. Vous avez les troubles qui sont ceux liés notamment au développement du langage, qui est la dysphasie. Les troubles liés aux difficultés d'apprentissage de l'écriture ou de la lecture, qui est la dyslexie ou la dysorthographie. Vous avez les troubles spécifiques au développement notamment moteur et aux fonctions visuelles ou spatiales, qui est notamment la dyspraxie. Vous avez également tout ce qui est TDAH, qui sont les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, notamment la difficulté par exemple à gérer tout ce qui est relations émotionnelles. Vous avez également les troubles au niveau mnésique, c'est-à-dire de la mémoire. Et enfin, vous avez les troubles liés à la difficulté de tout ce qui concerne l'apprentissage numérique, qu'on appelle la dyscalculie. Ces troubles-là, c'est vrai que j'ai été frappée en tant qu'enseignante de les retrouver de manière assez régulière chez beaucoup d'élèves, et on s'en rend assez rapidement compte, notamment quand on se retrouve avec des écrits d'élèves et qu'on voit par exemple des inversions de lettres, qu'on voit des difficultés de lenteur, qu'on se rend compte que l'élève peine à tenir un stylo. Donc tout ça, ça nous permet justement de poser un diagnostic, même si nous, généralement au collège, quand ils arrivent, ils ont déjà été diagnostiqués en primaire, puisque généralement, on s'en rend surtout compte dans l'enseignement primaire, et là, les professeurs des écoles prennent rendez-vous avec les parents, leur demandent d'aller voir un orthophoniste par exemple, ou d'autres spécialistes, et essayent de poser un diagnostic. Mais ça peut arriver que les élèves n'aient pas été diagnostiqués et qu'on soit obligé de le faire aussi à l'entrée au collège. À ce moment-là, on mettra en place ensuite des adaptations pour que ces élèves puissent avoir une scolarité adaptée. À ces élèves 10, on va retrouver notamment d'autres élèves qui présentent des difficultés. J'ai eu notamment beaucoup de fois l'occasion d'avoir des élèves dans ma classe qui sont HPI. HPI, ce sont des élèves à haut potentiel. Ce sont les anciens élèves qu'on appelait les élèves surdoués, qui ont un QI supérieur à la moyenne. Ce ne sont pas forcément des génies qui sont toujours en réussite scolaire. Ce sont souvent des élèves qui ont une manière de penser différente, et parfois cela peut entraîner des souffrances parce qu'ils s'interrogent beaucoup et se sentent en décalage aussi avec les autres élèves. Et à ces élèves-là, vous allez ajouter aussi ceux qui présentent des handicaps plus lourds, que ce soit au niveau sensoriel, visuel, auditif, moteur ou cognitif. Et là, on va avoir des adaptations un petit peu plus fortes ou des inclusions dans certains cours, mais pas dans d'autres. Voilà, on va essayer d'adapter la scolarité. Justement, nous professeurs, sur quoi on se base une fois qu'on a ces différents élèves pour savoir comment s'adapter? Il y a différents outils qui sont mis en place. Je vous dis, à partir du moment où on est obligé, puisque c'est une injonction de nous adapter, on va devoir évidemment connaître le trouble, parce que sinon c'est difficile de nous adapter. Vous savez bien qu'en France, on aime beaucoup la paperasse et l'administratif. C'est pareil dans l'éducation nationale, on va avoir plusieurs types d'outils qui vont être mis à notre disposition. On va avoir ce qu'on appelle les PPS. Ce sont les plans personnalisés de scolarisation. Ça, ce sont pour les élèves qui sont atteints de handicap. Le dossier est normalement monté et présenté à la MDPH, qui est la maison du handicap, et à ce moment-là, on va proposer des adaptations, notamment parfois la mise en place d'une AESH, donc d'une aide humaine, pour pouvoir les aider au cours de leur scolarité et dans les classes. On va également avoir, notamment pour les élèves qui ont des troubles 10, les PAP, qui sont les plans d'accompagnement personnalisé, qui est un document réalisé en partenariat avec un médecin, l'équipe pédagogique, le psychologue scolaire, et qui permet de noter les difficultés de l'élève et également les adaptations en fonction des disciplines qu'on va pouvoir mettre en place. Vous avez également les PAI, qui sont les projets d'accueil individualisés pour les élèves qui présentent des pathologies, par exemple des pathologies chroniques, des intolérances alimentaires, une maladie, et ça c'est pour qu'on sache d'un point de vue médical qu'est-ce qu'on doit faire pour s'adapter en classe ou en cas de difficulté. Vous avez également les PPRE, qui sont les plans personnalisés de réussite éducative, qui sont des documents établis cette fois-ci sur une année, ce qui est différent du PAP, du PAI ou du PPS qui est établi sur tout l'ensemble de la scolarité. Là, on le met en place par exemple sur une année pour un élève par exemple qui n'aurait pas atteint certaines compétences du cycle ou connaissances et qui doit bénéficier d'une vigilance accrue sur l'année en cours. Généralement, on le met en place pour les élèves qui sont maintenus dans le niveau. Maintenus dans le niveau, ça veut dire redoublement, mais on n'utilise plus le mot redoublement aujourd'hui. Donc ça nous permet justement de se dire, cet élève par exemple refait son année de 4e, sur quoi est-ce qu'on doit être vigilant, sur quoi on doit s'interroger. Ces différents documents, ils sont transmis généralement au professeur principal, qui le transmet lui-même à l'équipe pédagogique en début d'année. Ils sont revus par les parents, par l'équipe également scolaire, au cours d'une équipe de suivi éducatif qui permet de faire un point chaque année sur les difficultés de l'élève et pour savoir si les adaptations ont permis une amélioration de la scolarité. Les adaptations ensuite, vous pouvez en avoir de différentes sortes. Par exemple, pour les dyslexiques, vous pouvez avoir le fait d'imprimer le texte en plus gros, de faire des plus grands interlignes, de mettre en couleur ou en gras certains termes pour qu'ils puissent mieux les repérer. On demande généralement, quand on adapte ce type de document, d'éviter de mettre des éléments qui pourraient nuire à la concentration ou à l'attention, parce que vous savez, nous les professeurs, on aime bien mettre des petites images par exemple sur les documents, sauf que parfois ça peut être contre-productif si l'élève se focalise sur cela,
au lieu de se focaliser sur le texte. Donc l'idée c'est que le texte soit le plus pur possible autour, afin justement qu'ils puissent mieux le comprendre. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les adaptations au niveau des évaluations. Généralement, aux examens, ces élèves-là bénéficient de temps supplémentaire, qu'on appelle un tiers-temps. Certains peuvent avoir également une aide humaine avec l'AESH qui peut être présent. Nous, par contre, généralement, quand on fait un contrôle, on a 1 heure, on n'a pas forcément le temps de donner du temps supplémentaire. Donc, soit ce qu'on peut faire, c'est concevoir des évaluations qui durent à peu près 40 minutes, et se dire que du coup, ces élèves-là bénéficient de 10 minutes de plus. Soit ce qu'on peut faire, c'est réduire les exercices, ou alors réduire par exemple le niveau de lecture, adapter également les exercices pour gagner du temps sur l'un par exemple, qu'ils puissent plus se focaliser sur un autre, ou réduire le barème de points, l'améliorer, l'adapter, voilà, il y a plusieurs choses qui sont demandées. Pour des élèves par exemple qui présenteraient des troubles de l'attention, donc les TDAH, on peut leur proposer, si jamais ils ont des problématiques pour gérer leurs émotions, de sortir dans le couloir pour se détendre un petit peu, porte ouverte évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait un accident. On peut proposer à ces élèves d'utiliser également par exemple des balles anti-stress, si jamais ça leur permet de canaliser leurs émotions. Pour des élèves qui pourraient présenter par exemple des troubles autistiques, on peut leur proposer de s'isoler, de faire le contrôle également à l'extérieur, si jamais on est en évaluation pour qu'ils se sentent mieux. On peut leur proposer également des casques anti-bruit, je crois que c'est proposé dans certains établissements, moi j'en ai encore jamais vu, mais pourquoi pas. Si vous avez des élèves qui présentent des déficiences visuelles, pareil, on peut augmenter la taille des caractères, ou on peut également leur proposer évidemment d'être devant le tableau. On peut donner aux élèves qui ont des difficultés pour écrire, pour qui le geste est fatigant, directement la trace écrite du cours, qu'il n'ait pas forcément à la recopier à la main. On peut lui proposer de prendre le tableau en photo. Ces élèves peuvent également parfois formuler des demandes pour avoir du matériel informatique qui leur permet de passer outre le fait de tenir un stylo. Après, je sais qu'il y a d'autres types d'adaptations qui sont proposées, évidemment toujours en fonction du handicap. Nous, par exemple, cette année, on a un élève qui est sourd, qui lit sur les lèvres. Sauf qu'avec le masque, vous avez bien compris qu'il y a des difficultés à lire sur les lèvres. Ce qu'a proposé le collège, c'est de mettre à disposition des professeurs des masques qui sont transparents afin qu'ils puissent suivre justement sur les lèvres. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer à ces élèves en situation de handicap la meilleure scolarisation possible avec le plus d'adaptation possible pour qu'ils puissent avoir une scolarité en milieu ordinaire avec d'autres élèves et qui ne se sentent pas exclus. Après évidemment, je ne vais pas vous mentir, sur la mise en place au quotidien, c'est pas forcément toujours facile à mettre en œuvre parce que quand vous vous retrouvez dans une classe avec des élèves qui sont à haut potentiel, des élèves qui sont dyslexiques, des élèves qui sont dyspraxiques, un élève qui présente des troubles autistiques, un élève qui présente des troubles de l'attention, et des élèves qui n'ont pas de handicap mais qui se retrouvent avec des difficultés bien scolaires, vous avez face à vous un panel d'individus qui ont chacun leurs différences, leur unicité, leurs difficultés, et vous devez vous adapter. Alors, on est totalement d'accord pour dire que les professeurs doivent s'adapter. Cela étant dit, ce serait quand même beaucoup plus facile si nos classes n'étaient pas surchargées. C'est-à-dire que si on avait 15 élèves par classe et non pas 30, on aurait le temps de s'adapter beaucoup plus à chacun. Parce que là, j'ai certains cours, par exemple, où je me retrouve à écrire la leçon pour 3 élèves, tout simplement parce que vous allez me dire, tu aurais pu l'imprimer et lui mettre à coller. Oui, sauf que certaines leçons sont conçues directement avec les élèves et on n'a pas forcément toujours la leçon qui est prête en amont. De même que parfois, j'ai 3 versions de mon évaluation, 3 versions de mon document, ou alors j'ai oublié parce que la photocopieuse n'a pas fonctionné. Il est évident que certaines adaptations seraient très bien, comme par exemple mettre les cartes en couleur, sauf que pour cela, encore faut-il avoir une imprimante couleur. Donc certaines adaptations sur le terrain sont pas forcément toujours faciles à mettre en œuvre et parfois on est aussi pris par le temps donc on n'a pas forcément toujours le temps de s'adapter, même si je pense que la plupart d'entre nous essayons en tout cas de faire au mieux. À ces élèves-là qui sont directement dans les classes, vous allez également rajouter d'autres élèves qui sont notamment les élèves ULIS. Les ULIS, ce sont les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Ce sont des élèves qui présentent des troubles des fonctions cognitives et mentales, notamment troubles du langage, du développement, par exemple des élèves avec des troubles du spectre autistique, des troubles des fonctions motrices, auditives, visuelles ou multiples, parce que parfois on peut cumuler, avoir un polyhandicap. Les ULIS, ce sont des unités qui sont localisées à l'intérieur des collèges et des lycées. Par contre, ces élèves-là vont avoir un aménagement de la scolarité. Généralement, vous avez une coordinatrice ULIS qui s'occupe de leur donner certains cours, de reprendre certaines bases avec eux, notamment en français, en mathématiques par exemple. Et par contre, ils vont être inclus dans certaines disciplines et généralement bénéficier de la présence donc d'une AESH qui va pouvoir les aider au quotidien, même si encore une fois, le problème qui va pouvoir se poser, c'est que les AESH, on n'en a pas forcément beaucoup et qu'elles sont parfois obligées de se partager plusieurs élèves. Donc on a des élèves qui ont des notifications de la maison du handicap qui dit qu'ils doivent bénéficier d'une prise en charge par une AESH, mais qui n'ont pas forcément cette AESH qui est présente sur l'ensemble de leur emploi du temps. Donc parfois elle essaye de faire au mieux pour se répartir, pour être là où l'élève a le plus besoin et le plus de difficultés,
mais il y a des élèves qui devraient bénéficier d'une AESH en permanence, et malheureusement c'est pas forcément toujours le cas parce qu'on n'a pas forcément toujours assez d'AESH et elles se partagent plusieurs élèves. Vous avez également à l'intérieur de certains collèges les classes SECPA. Alors, les classes SECPA, ce sont des classes qui accueillent des élèves de la 6e à la 3e, et ce sont des élèves qui présentent des difficultés importantes. Elles sont généralement donc directement, je vous disais, dans les collèges, et ce sont des professeurs des écoles qui ont passé un diplôme certifiant pour enseigner en SECPA, qui vont reprendre avec eux les bases notamment du cycle 3, qui n'ont pas été atteints. Donc là, vous avez des classes qui sont dans le collège, mais les élèves ne sont inclus que dans certaines disciplines, puisqu'on va notamment par exemple les retrouver en technologie, en sport, en arts plastiques, en musique, mais pas dans les matières de base, puisque là, ce sont les professeurs des écoles qui vont leur enseigner les maths, le français, l'histoire géo, et la scolarisation est faite dans un plus petit groupe, puisqu'en général, vous avez au maximum 16 élèves par classe. Et donc l'objectif des classes SECPA, c'est de redonner confiance à ces élèves qui souvent se sentent complètement à l'écart, notamment en termes de niveau par rapport aux autres élèves, leur permettre de poursuivre leur scolarité à l'intérieur d'un collège et d'être mélangés aux autres élèves, puisque dans la cour ils se côtoient tous. Et à l'issue de ces 4 années en SECPA, ils vont passer un diplôme qui s'appelle le CFG, qui leur permet d'avoir un diplôme à la sortie, et également de bénéficier de places prioritaires dans les CFA. Ça, c'est vraiment l'idée de l'école inclusive, c'est-à-dire de faire en sorte que vraiment tous les élèves puissent être inclus à l'intérieur des établissements scolaires, pour que tout le monde puisse côtoyer le handicap au quotidien et qu'on comprenne que la société qu'on est en train de bâtir pour demain, c'est une société dans laquelle tous les handicaps, qu'ils soient visibles ou invisibles, doivent être pris en compte et que les élèves qui se présentent ces handicaps ou les futurs citoyens de demain, doivent pouvoir s'insérer dans la société comme les autres. Et ça permet du coup le fait de les avoir à l'intérieur des classes ordinaires, que les autres élèves puissent côtoyer évidemment la différence, ce qui est toujours quelque chose de positif. Après, il y a quand même des élèves qui se retrouvent avec des difficultés qui sont tellement importantes que l'école classique ne peut pas les prendre en charge. Et nous, enseignants, on a beau parfois faire ce que l'on peut, on voit des élèves qui se retrouvent en souffrance, qui n'arrivent pas à s'adapter à l'école et au système classique tel qu'il fonctionne, parce que je vous le disais, on a des classes surchargées, on n'a pas forcément toujours le temps, et le système, même s'il essaye de s'adapter, reste encore pour beaucoup à améliorer. Donc vous avez des établissements scolaires qui peuvent prendre en charge, qui peuvent servir de relais. Vous avez des écoles spécialisées, avec des enseignants également qui sont spécialisés, avec des professeurs formés à certaines spécificités, à certains handicaps, afin justement de pouvoir leur adapter au mieux leur enseignement, avec des plus petits groupes et des structures qui peuvent à la fois prendre en charge le côté pédagogique, enseignement, mais également un côté soins, pour pouvoir aider ces élèves. Et quand je parle de soins, je ne parle pas forcément de soins physiques, mais parfois aussi d'un accompagnement psychologique pour ces élèves-là et même pour les familles qui peuvent se retrouver également démunies face à des enfants qui sont dans un système où parfois ils sont mis de côté, où ils sont en souffrance, où justement il faut essayer de les rapprocher au système scolaire, mais également de faire en sorte qu'ils aient un cadre bienveillant. Vous avez les IME. Les IME, là, ce sont les instituts médico-éducatifs, qui sont pour les élèves qui présentent des handicaps type par exemple déficience intellectuelle, avec donc cette fois-ci un côté suivi scolaire qui va mettre en place, mais également un côté soins, avec des activités qui peuvent leur être proposées dans un environnement et un cadre bienveillant, dans lequel ils se sentiront parfois mieux dans une plus petite structure et mieux accompagnés également pour les parents. Vous avez également les ITEP, qui sont les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, où là vous avez des élèves qui présentent des handicaps, des troubles cognitifs, par exemple une hyperactivité mais plus, de gros troubles de l'attention, ou bien des élèves qui ont des difficultés de comportement ou relationnel et qui ont besoin d'être beaucoup plus encadrés avec des cours qui sont réadaptés pour qu'ils puissent retrouver confiance dans l'école. Voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour sur ce qui aujourd'hui est mis en place à l'école pour essayer d'adapter les élèves qui présentent des difficultés et des situations de handicap. On est totalement d'accord, le système reste encore à améliorer, tout n'est pas parfait. Je pense qu'une grande partie des enseignants font de leur mieux au quotidien, je pense qu'on essaye d'être le plus bienveillant possible, en tout cas je l'espère. J'espère qu'une majorité des enseignants sont bienveillants avec les élèves qui présentent des difficultés à l'école, puisque l'idée c'est que l'école les mette en confiance pour qu'ils ne soient pas exclus du système scolaire, mais pour qu'ils soient bien intégrés. Et je pense qu'il faut toujours rester vigilant, notamment par rapport aussi aux autres élèves, de garder les oreilles ouvertes, l'esprit ouvert en se disant attention, il faut bien faire en sorte que les élèves se rendent compte que ces élèves-là présentent des difficultés pour pouvoir faire comprendre aux autres élèves aussi que oui, cet élève-là présente des adaptations, mais c'est parce qu'il a une problématique que tu n'as pas, donc il a le droit de bénéficier d'un temps supplémentaire, de moins d'exercices, ce genre de choses. De la même manière, il faut aussi pouvoir expliquer à l'élève qui bénéficie d'adaptation que c'est pour son bien, parce que vous avez parfois des élèves qui se sentent en décalage avec les autres et qui du coup ne veulent pas ces adaptations, mais voilà, ça aussi ça fait partie du travail, de dire mais c'est pas contre toi ou c'est pas pour te rendre différent d'un autre, c'est parce que
Au contraire, on est là pour t'aider. Après, au collège, parfois, les élèves veulent tellement rentrer dans le moule que c'est difficile aussi pour eux d'accepter l'aide. C'est pour ça que ça fait aussi partie de notre travail d'enseignant d'avoir un côté un peu psychologue pour essayer de les amener à les accepter. En tout cas, encore une fois, même si des choses restent à faire, même si le système reste à améliorer, je pense qu'on a fait un grand pas dans la prise en compte des élèves en situation de handicap et qu'il faut continuer à avancer dans ce sens-là pour prendre en compte tous les élèves et pour que tout le monde puisse bénéficier d'une prise en charge scolaire qui leur permette de ne pas être en échec scolaire et d'ensuite pouvoir trouver leur place plus tard dans la société en tant que futurs citoyens. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère avoir pu répondre à un maximum de questions par rapport à ce qui m'avait été posé sur Instagram ou sur YouTube. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.